J'étais assis dans mon cubicule chez TechWiz Solutions, mangeant un sandwich de station-service pour mon déjeuner du 32e anniversaire, lorsque j'ai ouvert Instagram et vu toute ma famille célébrer l'anniversaire de mon jeune frère Tyler dans une maison de luxe au bord d'un lac. 25 personnes, traiteurs professionnels, jet-ski et feux d'artifice, le même week-end, utilisant les 16 900 $ que je leur avais donnés 3 mois auparavant pour ce qu'ils avaient prétendu être des impôts fonciers d'urgence afin de sauver la maison familiale de la saisie immobilière. Lorsque j'ai envoyé un texto à mon père pour lui demander pourquoi je n'étais pas invité, sa réponse a brisé quelque chose en moi que je ne savais pas pouvoir se casser. Cette découverte m'a frappé comme un train de marchandises pendant ce qui aurait dû être une pause déjeuner tranquille un mardi. Je faisais défiler Instagram sans but, regardant des publications tout en terminant mon sandwich à la dinde, quand la story de Sarah est apparue sur mon écran. Ma cousine Sarah publiait depuis ce qui ressemblait à une propriété coûteuse en bord de lac. J'ai immédiatement reconnu l'endroit. J'avais parcouru exactement cette location sur des sites de vacances seulement 6 mois auparavant, rêvant peut-être de la réserver pour une escapade d'un week-end une fois mes finances rétablies, la maison du lac Blue Bonnet, avec sa terrasse enveloppante, son quai privé et ses vues sur l'eau cristalline, coûtait 4 000 $ pour une location de week-end. L'horodatage indiquait hier, samedi, le week-end du 29e anniversaire de Tyler. Mon estomac s'est serré alors que je continuais de regarder. La story suivante montrait l'oncle Marc grillant des steaks dans une cuisine extérieure massive. Puis, la vidéo de tante Jennifer montrait des enfants sautant du quai tandis que les adultes applaudissaient depuis des chaises longues d'apparence chère. Des camions de traiteurs professionnels en arrière-plan. Des équipements de fête loués éparpillés sur la pelouse manucurée. J'ai compté les têtes en faisant défiler d'autres publications, 25 personnes minimum. Famille élargie. Des amis d'université de Tyler, des voisins que je reconnaissais dans la rue de mes parents. Tout le monde riait, nageait, mangeait ce qui ressemblait à de la nourriture de traiteur haut de gamme provenant de stations de service avec nappe blanche. Le feu d'artifice dans la dernière vidéo devait avoir coûté au moins 1 000 $ à lui seul. Je me suis laissé retomber sur ma chaise de bureau, le sandwich se transformant en carton dans ma bouche. Le timing était trop parfait pour être une coïncidence. Le week-end d'anniversaire de Tyler utilisant l'argent que j'avais mis de côté pour sauver la maison de notre famille de ce que ma mère, Linda, avait décrit comme une situation d'urgence de saisie immobilière. Le souvenir de cet appel téléphonique d'il y a 3 mois est revenu en cascade avec une clarté douloureuse. La voix de Linda tremblait lorsqu'elle m'a appelé au travail, sanglotant sur le fait qu'ils avaient pris du retard sur les impôts fonciers, et que le comté menaçait de procédure de saisie immédiate. Darren, chérie, nous avons besoin d'exactement 16 900 $ avant vendredi, ou nous perdrons la maison, avait-elle plaidé. Ton père travaille des heures supplémentaires, mais nous ne pouvons tout simplement pas rattraper notre retard. Tu sais à quel point les choses ont été difficiles depuis que Tyler a perdu son emploi à l'entrepôt. Le lendemain matin, j'ai liquidé mon compte d'épargne d'urgence, vendu mon petit portefeuille d'investissement à perte, vidé le fonds que je construisais depuis 3 ans pour un acompte sur ma première maison, le rêve américain que je poursuivais depuis l'obtention de mon diplôme en informatique. Au lieu de chercher une maison ce printemps-là, j'ai mangé des déjeuners préparés pendant 3 mois. D'affilée, j'ai annulé mon abonnement à la salle de sport, j'ai cessé de sortir avec des amis, j'ai refusé chaque invitation sociale. Jake, mon meilleur ami d'université, avait cessé de m'inviter à prendre un verre après que j'ai refusé trop d'invitations avec de vagues excuses sur le fait d'être à court d'argent. Pendant que je comptais mes sous pour reconstituer mes économies, Tyler publiait des stories Instagram depuis des restaurants chers, des événements sportifs et des virées shopping, toujours avec des légendes sur le fait que la famille s'occupe de la famille et qu'il était béni d'avoir du soutien pendant les moments difficiles. Mes mains tremblaient lorsque j'ai appelé le bureau du collecteur d'impôts du comté. Le système automatisé m'a connecté à un employé après un bref temps d'attente. J'ai besoin de vérifier le statut du paiement des impôts fonciers pour Robert et Linda Morrison sur Elm Street, ai-je dit, en leur donnant l'adresse. Laissez-moi vérifier cela pour vous, a répondu l'employé. Après un moment, elle a continué, la propriété des Morrison montre que tous les paiements d'impôts sont à jour. Ils sont à jour depuis les 18 derniers mois. Aucun solde impayé. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Êtes-vous certaine? Aucun paiement d'urgence ou procédure de saisie? Non, monsieur. Historique de paiement propre, aucune hypothèque, aucune action en cours. Le compte montre des paiements trimestriels réguliers, tous à jour. J'ai raccroché et j'ai fixé mon écran d'ordinateur pendant un long moment, regardant la célébration de ma famille se poursuivre en temps réel via les publications sur les réseaux sociaux.
Tyler levait une coupe de champagne pour trinquer, entouré de personnes qui avaient aidé à orchestrer la trahison financière la plus élaborée que j'ai jamais vécue. Le calcul était brutalement simple, location de la maison du lac pour 3 jours, 4 000 $. Traiteur pour 25 personnes, 6 000 $. Location de jet-ski, équipement de fête, feux d'artifice, alcool de qualité, encore 6 900 $. Coût total, 16 900 $. Exactement ce qu'il m'avait volé. Mon téléphone a vibré avec un texto de Tyler, la meilleure famille au monde sait comment rendre un anniversaire spécial. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. 6 juin, un selfie de lui sur un jet ski, portant des lunettes de soleil de créateur que je n'avais jamais vues auparavant. J'ai enregistré chaque capture d'écran, téléchargé chaque vidéo, et j'ai commencé à documenter ce que je réalisais rapidement être la trahison la plus calculée de ma vie d'adulte. La famille que je soutenais financièrement depuis 7 ans venait de me montrer exactement ce que signifiait mon sacrifice pour eux. Ils avaient transformé mon argent en le week-end parfait de Tyler, tandis que je passais mon propre anniversaire seul dans un immeuble de bureau vide. J'ai passé l'heure suivante à mener ma propre enquête, des captures d'écran s'étalant sur mon écran d'ordinateur comme des preuves sur une scène de crime. Le site web de la maison du lac Blue Bonnet confirmait le tarif de location pour le week-end, 4 200 $ du vendredi au dimanche, emplacement privilégié en bord de lac, cuisine équipée professionnellement, système de divertissement, quai privé avec équipement de sport nautique disponible. Le compte Instagram de l'entreprise de traiteurs montrait des photos des coulisses d'une célébration d'anniversaire spéciale à Blue Bonnet Lake. Sterling Events, le service de traiteur le plus cher d'Austin, proposait des forfaits week-end commençant à 5 000 $ pour les groupes de plus de 20 personnes. J'ai calculé les coûts méthodiquement, ma formation d'ingénieur logiciel me permettant de faire rapidement le bilan financier. Location de jet-ski auprès de Lake Austin Adventures, 300 $ par jour et par engin nautique. J'avais compté 4 jet-skis dans diverses vidéos. Spectacle de feux d'artifice professionnel par l'Onéar Pyrotechnique, un minimum de 800 $ pour le spectacle que j'avais vu dans la story Instagram de Sarah. Le total atteignait 16 700 $, à 2 cents $ près de ce que je leur avais donné. Mon téléphone a sonné. La photo de contact de Linda est apparue sur l'écran. Son visage souriant de Noël dernier, lorsque je lui avais acheté le bel ensemble de bijoux dont elle parlait depuis des mois. Darren, comment était ton anniversaire, chérie? Sa voix portait la gaieté artificielle de quelqu'un pris au dépourvu. Le bruit de fond remplissait l'appel, rire, éclaboussures d'eau, musique provenant d'enceintes extérieures. C'était calme, ai-je dit, gardant ma voix neutre. J'ai passé la journée à travailler en heures supplémentaires. Où es-tu en ce moment? Oh, Tyler voulait juste faire quelque chose de petit pour son anniversaire. Tu sais comme il a des difficultés avec sa dépression dernièrement. Quelques-uns de ses amis ont suggéré de quitter la ville pour le week-end. Le mensonge coulait si naturellement que j'admirais presque sa technique. Presque. Cela semble coûteux pour quelqu'un qui est au chômage et déprimé. Une pause. Les bruits de fête en arrière-plan continuaient. Quelqu'un criait que le match de volley-ball allait commencer bientôt. Eh bien, tu sais, ses amis ont mis la main à la poche. Chacun a contribué à quelque chose. Ce n'était pas notre idée, vraiment. Tyler traverse une période difficile depuis qu'il a perdu cet emploi à l'entrepôt. J'ai ouvert le profil LinkedIn de Tyler pendant qu'elle parlait. Le dernier emploi indiqué était Discount Warehouse Solutions, terminé il y a 8 mois. Mais ses publications Instagram récentes racontaient une histoire différente, un nouveau camion dans son allée, une installation de jeux haut de gamme dans son appartement, des publications hebdomadaires depuis des restaurants et des lieux de divertissement coûteux, toujours avec des légendes sur la façon dont la famille prend soin de la famille. Maman, qu'est-il arrivé à l'urgence des impôts fonciers? Encore une pause, plus longue cette fois. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était passée de joyeuse à défensive. Oh, ça? Eh bien, ton père a trouvé du travail supplémentaire et nous avons réussi à nous arranger avec le comté, un plan de paiement échelonné. Crise évitée. J'ai appelé le bureau du collecteur d'impôts il y a 1 heure. Vous êtes à jour sur les impôts fonciers depuis 18 mois. Silence. Silence complet, à l'exception de la voix de Tyler en arrière-plan qui appelait quelqu'un à lui apporter une autre bière. Darren, chérie, je pense qu'il pourrait y avoir une confusion. J'ai raccroché. Mon téléphone a immédiatement vibré avec un texto de Robert, ta mère dit que tu es contrarié par la fête d'anniversaire de Tyler. La famille soutient la famille. Tu gagnes bien ta vie. Arrête d'être égoïste.
J'ai fixé le message, le lisant 3 fois avant que l'impact total ne me frappe. Puis, est arrivé le suivi, nous ne célébrons pas l'aide. Nous célébrons la famille. Les mots étaient conçus pour faire mal, et ils ont réussi. Cette année de soutien financier, de sacrifice de mes propres objectifs pour financer leurs urgences et le style de vie de Tyler, réduite à n'être que l'aide. Mon téléphone n'a cessé de vibrer. L'oncle Marc appelait, probablement chargé de limiter les dégâts. J'ai refusé l'appel et j'ai vu apparaître la notification de son message vocal. Darren, c'est Marc. Écoute, je sais que ça a l'air mauvais, mais Tyler avait vraiment besoin de ça. Le garçon est dans une mauvaise passe et parfois la famille doit intervenir de manière non conventionnelle. Tes parents ne voulaient pas te surcharger de détails, mais Tyler a eu de graves problèmes de santé mentale. Ce week-end était comme une thérapie pour lui. Peut-être l'heure. Accordez un peu de répit. Le texto de tante Jennifer est arrivé 20 minutes plus tard, ne fais pas d'une taupinière un montagne. Tyler mérite un peu de bonheur. Tu es prospère et stable. Partage tes bénédictions. La réponse coordonnée était impressionnante par son caractère calculé. Chacun avait ses arguments préparés, son rôle assigné dans la campagne de culpabilisation. Mais le message le plus révélateur est venu de Tyler lui-même, posté sur sa story Instagram pendant que je lisais les textos de contrôle des dégâts de la famille, quand ta famille comprend vraiment ce que signifie célébrer les gens qui comptent. Certaines personnes prennent. D'autres donnent. Reconnaissant d'être entouré des donneurs ce soir. Il a identifié l'emplacement comme étant une retraite privée au bord du lac et a ajouté des émojis de sacs d'argent. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à construire une chronologie complète, relevé bancaire montrant mes transferts à la famille au cours des 7 dernières années, capture d'écran de chaque publication sur les réseaux sociaux de ce week-end, la conversation avec le bureau des impôts du comté, l'historique d'emploi de Tyler, et les preuves Instagram de revenus non déclarés. Le modèle qui est apparu était stupéfiant. Chaque dépense majeure dans la vie de Tyler coïncidait avec une urgence familiale qui nécessitait mon intervention financière immédiate. La crise de paiement du camion de Tyler correspondait à la réparation urgente du toit de mes parents. Les vacances de printemps de Tyler au Colorado s'alignaient sur leurs factures médicales inattendues. Le nouvel équipement de jeu de Tyler est apparu la même semaine où ils avaient besoin d'aide pour des réparations d'urgence à la maison. J'avais financé le style de vie de mon frère pendant 7 ans tout en croyant que j'aidais mes parents en difficulté à maintenir leur maison et leur dignité. La réalisation qu'ils venaient de dépenser mon argent pour la fête d'anniversaire élaborée de Tyler tout en m'excluant de la liste des invités était suffisamment dévastatrice. Mais découvrir la tromperie systématique, les mensonges coordonnés, la cruauté désinvolte du message texte de Robert a fait plus mal que n'importe quelle trahison unique n'aurait pu le faire. J'avais été rétrogradé de membre de la famille à distributeur automatique de la famille, et il s'était assuré que je comprenne ma place dans leur hiérarchie. Tyler a posté une dernière story depuis le jacuzzi ce soir-là, meilleur anniversaire de tous les temps. Merci à tous ceux qui savent prioriser les bonnes personnes. Il portait une toute nouvelle Apple Watch que je n'avais jamais vue auparavant. Mercredi matin, je suis arrivé au bureau tôt et j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul. Cette année d'archives financières nécessitait une analyse méthodique, et ma formation en génie logiciel me rendait naturellement apte à la résolution de problèmes axés sur les données. La première colonne listait chaque transaction financière que j'avais effectuée pour aider ma famille, l'assurance automobile de Tyler lorsqu'il a perdu temporairement son emploi, le paiement de la carte de crédit de Linda lorsque son travail de comptable à temps partiel a ralenti, les soins dentaires d'urgence de Robert que leur assurance n'était soi-disant pas censée couvrir, les frais de scolarité de Tyler pour ses 3 derniers semestres avant qu'il n'abandonne à 2 cours de l'obtention du diplôme. La colonne 2 montrait la date correspondante. La colonne 3 listait l'activité de Tyler sur les réseaux sociaux pendant les mêmes périodes. La corrélation était parfaite et accablante. Chaque fois que j'avais fait un sacrifice pour aider face à une crise financière familiale, Tyler avait acheté quelque chose de cher ou planifié une activité sociale élaborée. Mes contributions d'urgence n'avaient pas financé la survie, elles avaient financé son budget de divertissement. Pendant qu'il maintenait la fiction du chômage et de la dépression. Le total s'élevait à 43 700 $ sur 7 ans. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur et j'ai commencé à rechercher les implications juridiques de la fraude financière au Texas. Mentir pour obtenir de l'argent constituait un vol par tromperie selon le droit de l'État. Les recours civils comprenaient le recouvrement des fonds obtenus frauduleusement plus les intérêts et les frais d'avocat. Mon téléphone a vibré avec un texto de Marcus, un ami de la faculté de droit spécialisé en contentieux familial.
Nous étions restés en contact via notre réseau d'anciens élèves d'université, nous rencontrant occasionnellement pour déjeuner lorsque son emploi du temps le permettait. Jake a mentionné que tu pourrais avoir besoin de conseils juridiques. Café plus tard cette semaine. Jake, mon meilleur ami qui essayait de me faire parler de ma situation familiale depuis des mois. Il avait remarqué mon isolement social, mon stress financier constant, mon schéma de refus d'invitation avec de vagues excuses sur le fait que l'argent était serré. J'ai appelé Marcus immédiatement. J'ai besoin de comprendre mes options pour recouvrer l'argent obtenu par la fraude, ai-je dit sans préambule. Marcus a écouté pendant que je décrivais la tromperie des impôts fonciers et l'emploi caché de Tyler. Son esprit juridique a immédiatement saisi les implications plus larges. Depuis combien de temps ce modèle se poursuit-il? 7 ans, peut-être plus. J'ai tout documenté depuis hier. Darren, ce que tu décris n'est pas seulement un drame familial. C'est une fraude financière systématique. Plusieurs chefs d'accusation, potentiellement des poursuites fédérales s'ils ont utilisé le courrier ou des communications électroniques transfrontalières. Il a organisé une rencontre avec moi jeudi soir pour examiner mes documents et m'expliquer mes options juridiques. Le reste du mercredi, je me suis concentré sur la compréhension de mes liens financiers avec ma famille, le forfait de téléphonie mobile qui couvrait les appareils de Robert, Linda et Tyler, les arrangements de paiement automatique pour leur assurance automobile, le service Internet et les abonnements de streaming, mon compte Amazon Prime qui fournissait la livraison gratuite pour leurs commandes hebdomadaires de produits ménagers. Plus préoccupantes étaient les obligations de co-signature, j'avais oublié le prêt étudiant de Tyler pour sa tentative universitaire inachevée, son prêt automobile pour le camion qu'il avait acheté il y a 2 ans, son bail d'appartement dans un complexe qui exigeait des garanties parentales ou fraternelles pour les locataires sans historique d'emploi stable. J'étais légalement responsable des obligations financières de Tyler pendant qu'il vivait de l'argent obtenu frauduleusement et qu'il se présentait comme une victime des circonstances économiques. Jeudi soir, Marcus a examiné mes preuves dans son cabinet d'avocat du centre-ville, dossiers fiscaux prouvant l'absence d'urgence immobilière, relevés bancaires montrant l'emploi non déclaré de Tyler, capture d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux contredisant ses affirmations de pauvreté et de dépression. Ce n'est pas un désaccord familial, a dit Marcus en étalant les documents sur sa table de conférence. C'est une fraude criminelle avec de multiples victimes et une préméditation étendue. Il a expliqué le processus pour déposer des poursuites civiles afin de recouvrer les dommages, les références pénales aux autorités locales et fédérales, les méthodes pour me dégager des obligations financières co-signées. Mais d'abord, vous devez vous protéger contre toute exploitation future, couper l'accès à tous les comptes ou services qu'ils utilisent. Documentez tout ce qu'ils disent ou font en réponse. Leur réaction fournira probablement des preuves supplémentaires de culpabilité et de coordination. Vendredi matin, j'ai rédigé une lettre de mise en demeure formelle demandant le remboursement intégral des $16,900 dans les 30 jours. La lettre décrivait ma découverte de la tromperie fiscale immobilière, de l'emploi caché de Tyler et de la célébration au bord du lac financée par de l'argent volé. J'ai inclus des copies de toutes les preuves à l'appui, dossiers fiscaux du comté, documents de vérification d'emploi, historique de transactions financières et capture d'écran des réseaux sociaux montrant l'utilisation frauduleuse de mon argent. La lettre avertissait de poursuites judiciaires pénales et civiles si la demande n'était pas satisfaite, y compris des accusations potentielles de vol par tromperie, de fraude électronique et de conspiration en vue de commettre une fraude financière. Marcus a examiné la lettre et a suggéré un ajout, une date limite de réponse et une déclaration claire selon laquelle tout contact de la part des membres de la famille serait adressé à son bureau pour examen juridique. Il ne s'agit pas de punition, a-t-il expliqué. Il s'agit d'établir des limites et d'exiger une honnêteté de base dans les relations familiales. S'ils ne peuvent pas respecter ce standard minimum, ils ont choisi de mettre fin à la relation eux-mêmes. J'ai passé la soirée de vendredi à préparer l'arrêt systématique de toute connexion financière entre moi et ma famille, changement de mot de passe pour tous les comptes, retrait des utilisateurs autorisés des cartes de crédit, mise à jour des informations de bénéficiaires sur les polices d'assurance et les comptes d'investissement. Le processus ressemblait à la préparation d'une chirurgie, méthodique, nécessaire et légèrement nauséabonde. Mais la découverte la plus troublante est survenue lorsque j'ai recherché dans les registres publics les informations immobilières de mes parents. Robert et Linda avaient contracté une deuxième hypothèque il y a 6 mois pour $57,000. La demande de prêt indiquait que le but était des améliorations domiciliaires et la consolidation de dettes. La publication Instagram de Tyler de la même période montrait l'achat de son nouveau camion, un voyage coûteux au ski dans le Colorado et une rénovation complète de son appartement avec des meubles et des appareils électroniques haut de gamme.
Mes parents avaient utilisé leur maison pour financer le style de vie de Tyler tout en maintenant la fiction qu'ils avaient besoin de mon soutien financier pour les dépenses de base. L'urgence des impôts fonciers avait été leur dernière tentative pour m'extorquer de l'argent tout en maintenant leur maison comme un schéma de distributeur automatique en marche indéfiniment. Le schéma était plus sophistiqué et à plus long terme que je ne l'avais initialement réalisé. Ils me mentaient systématiquement, ainsi qu'aux banques, et probablement à l'IRS, sur leur situation financière réelle. Les demandes d'indemnisation de chômage de Tyler étaient frauduleuses s'il travaillait au noir dans la construction tout en percevant des prestations. Ma famille menait plusieurs escroqueries financières simultanément. Et j'étais à la fois leur principale victime et leur complice involontaire. La lettre de mise en demeure a été envoyée par courrier recommandé lundi matin. Lundi matin à 8 heures précises, j'ai commencé le démantèlement systématique de cette année d'enchevêtrement financier. Mon premier appel a été au service client de Verizon pour retirer Robert, Linda et Tyler de mon forfait téléphonique familial. J'ai besoin de retirer 3 lignes de mon compte avec effet immédiat, ai-je dit. Ces lignes perdront le service dans les 2 heures, a-t-elle confirmé. Tous les frais de résiliation anticipés seront facturés sur les nouveaux comptes établis par les lignes retirées, lorsqu'ils établiront un service. Tyler avait un entretien d'embauche cet après-midi-là. Selon ses publications Instagram du week-end, il serait en entretien avec un service téléphonique coupé. Ensuite, j'ai annulé les arrangements de paiement automatique qui vidaient discrètement mon compte courant depuis des années. Assurance automobile State Farm pour les véhicules de mes parents, annulés, les laissant sans assurance d'ici mercredi. Service Internet Spectrum pour leur maison, déconnecté d'ici jeudi. Netflix, Spotify, Hulu, Amazon Prime, et 6 autres services de streaming, accès révoqué immédiatement. Le compte Amazon partagé nécessitait plus d'attention, 17 commandes en attente totalisant $432, tout expédié à l'adresse de mes parents ou à l'appartement de Tyler, fournitures ménagères, appareils électroniques, vêtements et articles alimentaires de spécialité auxquels il s'était habitué à commander avec la livraison Prime gratuite. J'ai annulé chaque commande et fermé le compte partagé, en créant un nouveau compte personnel avec des informations de paiement mises à jour. Mon téléphone a commencé à sonner avant 9 heures du matin. Tyler a appelé le premier, paniqué à propos de son service téléphonique coupé. Lorsque l'appel n'a pas abouti, il a essayé d'appeler depuis le téléphone fixe de son appartement. Darren, qu'est-ce qui s'est passé avec mon téléphone? Je t'ai retiré de mon forfait. Tu ne peux pas simplement couper mon téléphone. J'ai un entretien d'embauche dans 3 heures. Félicitations pour avoir trouvé un emploi. Tu peux utiliser ton nouveau revenu pour payer ton propre service téléphonique. C'est de la folie. Tu détruis la famille pour de l'argent. Maman pleure. Papa est furieux. Et je suis sur le point de perdre cet emploi dans la construction parce que je ne peux pas communiquer avec le contremaître. Emploi dans la construction. Il venait d'admettre un emploi actuel tout en prétendant être au chômage et dépendant du soutien familial. Quelle entreprise de construction? Silence. C'est compliqué. Écoute, rallume juste mon téléphone et nous réglerons le truc de l'argent plus tard. Le truc de l'argent est déjà réglé. Consulte ton courrier pour les détails. J'ai raccroché. Linda a appelé 20 minutes plus tard depuis son téléphone de travail au service de comptabilité à temps partiel où elle prétendait gagner un revenu minimal. Darren, chérie, Tyler est dévasté. Il ne peut pas payer le service téléphonique en ce moment. Et ton père ne comprend pas pourquoi tu es si vindicatif. Ne pouvons-nous pas régler ça en famille? Nous l'avons réglé en famille quand tu as menti sur les impôts fonciers et que tu as volé mon argent pour la fête d'anniversaire de Tyler. Nous n'avons rien volé. Cet argent a aidé la famille pendant une période difficile. Tyler a des problèmes de dépression et de chômage. Parfois, les familles doivent faire des choix difficiles sur la façon d'allouer les ressources. Allouer les ressources, comme si j'étais une ligne budgétaire d'entreprise plutôt que son fils. Tyler vient de me parler de son travail dans la construction. Encore une pause. Il fait quelques petits boulots de temps en temps. Rien de stable ou de fiable. Certainement pas assez pour vivre. Stable assez pour les paiements de camions, le loyer de l'appartement et les fêtes d'anniversaire coûteuses. La réponse de Robert est arrivée par texto, fils ingrat coupant le service téléphonique de la famille comme un enfant mesquin. Ton frère traverse une période difficile et tu l'empireras. La famille reste unie dans les moments difficiles. Les messages ont continué tout au long de la journée.
Tante Jennifer a appelé pendant ma pause déjeuner pour expliquer que je réagissais de manière excessive et que je détruisais l'unité familiale pour un malentendu. L'oncle Mark Watt a laissé un message vocal suggérant que j'avais besoin d'aide professionnelle pour mon obsession de l'argent et mon incapacité à pardonner les erreurs familiales. Tyler est apparu dans le garage de mon immeuble de bureau à 17h30, attendant près de ma voiture quand j'ai quitté le travail. Nous devons parler, a-t-il dit, bloquant mon chemin vers la portière du conducteur. De près, Tyler semblait différent de ce que suggérait sa présence sur les réseaux sociaux. Le fêtard confiant du week-end au bord du lac avait été remplacé par quelqu'un de nerveux et de calculateur. Sa nouvelle Apple Watch captait l'éclairage fluorescent du plafond du garage. Belle montre, ai-je dit. Il a jeté un coup d'œil gêné. C'est un cadeau d'amis, les mêmes amis qui ont payé pour la maison du lac. Darren, écoute, je sais que tu es contrarié de ne pas avoir été invité à ma fête. Ce n'était pas ma décision. Maman et papa pensaient que tu étais trop occupé par le travail pour profiter d'une escapade d'un week-end. Le mensonge était si manifestement répété que j'ai failli rire. Ils pensaient que j'étais trop occupé pour assister à la fête que j'ai payée. Tu n'as rien payé. Cet argent est allé aux impôts fonciers, comme maman l'a dit. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les dossiers fiscaux du comté que j'avais capturés. Les impôts fonciers sont à jour depuis 18 mois. Son visage est devenu pâle sous l'éclairage dur du garage. Peut-être qu'il y a eu une confusion sur le calendrier. Tyler, je suis au courant du travail dans la construction. Je suis au courant des paiements en espèces que tu as cachés. Je suis au courant de la fraude aux prestations de chômage et de la fausse histoire de dépression. Il a reculé, sa façade de confiance se fissurant complètement. Je ne sais pas ce que tu penses savoir, mais tu as tort. J'ai eu des difficultés, et la famille m'a aidé à traverser une mauvaise passe. C'est ce que font les familles. Les familles ne mentent pas sur la saisie immobilière pour voler l'argent de leurs enfants. Ce n'était pas du vol. C'était une allocation de ressources basée sur les besoins. Tu gagnes bien ta vie, moi non. Mathématiques simples. Allocation de ressources. La même phrase que Linda avait utilisée. Tyler, tu as 29 ans. Tu vis de mes revenus depuis 7 ans tout en prétendant être au chômage et déprimé. C'est de la fraude, pas du soutien familial. Il a essayé une autre approche, sa voix s'adoucissant au ton manipulateur qu'il avait perfectionné au fil des ans. Darren, je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que je n'ai pas été le meilleur frère, mais je te rembourserai éventuellement. Ne coupe juste pas mon statut de co-signataire du bail de mon appartement. Je serai sans abri sans cette garantie. Tu seras sans abri parce que tu commets une fraude depuis des années, pas parce que j'ai arrêté de l'encourager. Son masque est tombé complètement, révélant la colère pleine de droit sous la performance de victime. Tu te crois meilleur que nous parce que tu as un diplôme universitaire et un emploi high-tech, mais tu n'es toujours que le fils de Robert Morrison d'East Austin. N'oublie pas d'où tu viens. Je viens d'une famille qui m'a appris l'honnêteté et le travail acharné. Je reviens à ces valeurs à partir d'aujourd'hui. J'ai déverrouillé ma voiture et je suis monté à l'intérieur, laissant Tyler debout seul dans le garage, appelant frénétiquement quelqu'un sur son nouveau téléphone coûteux. Ce soir-là, j'ai reçu la première vague de pression de la famille élargie. La cousine Sarah a publié une story vague sur Facebook à propos de membres de famille avides qui oublient leurs racines et abandonnent leurs proches dans les moments difficiles. L'oncle Mark a partagé un article sur l'importance de la loyauté et du pardon familial. Le chat de groupe familial, que j'avais mis en sourdine il y a des mois à cause du drame constant, a explosé de messages critiquant mon égoïsme et ma destruction des liens familiaux pour de l'argent. Mais la réaction la plus révélatrice est venue de Linda, qui a envoyé une série de messages textes de plus en plus frénétiques à mesure qu'elle découvrait chaque service coupé. Internet est coupé et Spectrum dit qu'il a été déconnecté pour non-paiement. Netflix ne fonctionne pas, il dit que le compte est annulé. Amazon Prime est parti et toutes nos commandes ont été annulées. Darren, tu punis ton père et moi pour les erreurs de Tyler. Ce n'est pas juste pour les gens qui t'aiment. Son dernier message est arrivé à 23h, ton père dit que si tu continues ce comportement vindicatif, tu ne seras plus le bienvenu chez nous. L'argent est-il vraiment plus important que la famille? J'ai éteint mon téléphone et je me suis endormi pour la première fois depuis des mois sans m'inquiéter de la prochaine crise financière que ma famille fabriquerait. La lettre de mise en demeure serait livrée par coursier mardi matin. Ensuite, les vraies conséquences commenceraient. Mardi matin a apporté la découverte
que la tromperie de Tyler était bien plus profonde que la fraude liée à la fête d'anniversaire. Mon téléphone a sonné à 7 heures du matin avec un appel de Jennifer Walsh, directrice des ressources humaines chez Blue Bonnet Construction Service. Monsieur Morrison, j'appelle concernant des incohérences dans la demande d'emploi de Tyler Morrison. Il vous a listé comme son superviseur direct chez TechWiz Solutions et a fourni une lettre de recommandation portant votre signature. Mon estomac s'est serré. Tyler n'a jamais travaillé dans mon entreprise. C'est ce que je craignais. Nous l'avons embauché en partie sur la base de sa vérification d'emploi montrant un salaire annuel de $78 000 travaillant sous votre supervision. Il a également soumis des fiches de paie de TechWiz Solutions couvrant les 6 derniers mois. Falsification, vol d'identité. Tyler utilisait ma réputation professionnelle pour commettre des fraudes auprès de multiples employeurs et institutions financières. J'ai besoin de copies de tous les documents qu'il a soumis, ai-je dit. Ceci fait partie d'une enquête en cours sur la fraude. Jennifer m'a envoyé les fichiers par courriel en 1 heure. Les fausses fiches de paie de Tyler montraient une attention impressionnante aux détails, imitant parfaitement le format de mon entreprise et incluant de fausses informations de retenue d'impôt. La lettre de recommandation portait une signature numérique qui ressemblait authentiquement à la mienne. J'ai tout transmis à Marcus immédiatement, puis j'ai appelé mon propre service des ressources humaines pour signaler le vol d'identité et protéger la réputation de mon entreprise. Nous devons vérifier que Tyler Morrison n'a jamais été employé ici et n'est pas autorisé à utiliser le nom ou l'entête de notre entreprise, ai-je dit à Sarah Chen, directrice de la sécurité de TechWiz. L'enquête interne a révélé que Tyler avait d'une manière ou d'une autre obtenu mon numéro d'identification d'employé, les informations de département et les détails de supervision. Il avait créé une histoire d'emploi entièrement fictive en utilisant des connaissances internes de mon lieu de travail. À midi, Marcus avait déposé des rapports préliminaires auprès de la division des crimes financiers du département de police d'Austin et du groupe de travail sur le vol d'identité du FBI. L'implication fédérale est devenue nécessaire lorsque nous avons découvert que Tyler avait utilisé de faux documents d'emploi pour obtenir des prêts auprès de banques dans plusieurs États. Ce n'est plus seulement un abus financier familial, a expliqué Marcus lors de notre réunion d'urgence. Tyler dirige une opération sophistiquée de vol d'identité utilisant vos informations personnelles et professionnelles. L'ampleur de la fraude s'est étendue tout au long de la semaine alors que les enquêteurs suivaient la piste papier. Tyler avait ouvert 3 cartes de crédit en utilisant mes informations d'emploi comme vérification de revenus de secours. Il avait co-signé des baux d'appartement pour des amis en utilisant des documents falsifiés me désignant comme garant. Il avait même demandé des prêts automobiles au nom de connaissances, affirmant des programmes de réduction familiale via mes connexions de concessionnaires inexistantes. Mercredi après-midi a apporté la révélation la plus troublante. La détective Maria Santos du bureau des crimes financiers de l'APD a appelé pour planifier un entretien concernant les activités criminelles plus larges de Tyler. Monsieur Morrison, votre frère semble diriger un réseau de vol d'identité impliquant au moins 4 autres familles. Il facturait des frais pour aider les jeunes adultes à obtenir des prêts frauduleux et des comptes de crédit en utilisant les informations de leurs frères et sœurs prospères. La nature systématique de l'opération de Tyler a choqué même les enquêteurs chevronnés en matière de fraude. Il avait tenu des dossiers détaillés sur les victimes potentielles, y compris une surveillance des réseaux sociaux pour suivre leur statut d'emploi et leur niveau de revenu. Mes informations avaient été son forfait premium utilisé pour des demandes frauduleuses de grande valeur lorsque les clients payaient des frais supplémentaires. Jeudi matin, l'agent spécial du FBI David Kim m'a contacté en tant que victime dans une affaire fédérale de vol d'identité. Les activités de Tyler avaient traversé les frontières d'État lorsqu'il avait aidé des clients à demander des aides fédérales aux étudiants et des prêts bancaires interétatiques en utilisant des identités de membres de la famille volées. Nous construisons une affaire RICO, a expliqué l'agent Kim. Tyler a formé d'autres individus à reproduire ces méthodes, essentiellement en franchisant le vol d'identité à travers le Texas et en Louisiane. L'enquête a révélé que Robert et Linda étaient au courant des activités frauduleuses de Tyler depuis au moins 18 mois. Des messages textes récupérés du téléphone de Linda montraient des conversations sur la façon de maximiser l'extraction des membres de la famille tout en maintenant une dénégation plausible. Linda agissait en tant que consultante en comptabilité de Tyler, l'aidant à suivre les revenus frauduleux et à planifier les achats importants pour éviter d'être détectée. Elle avait également rempli de fausses déclarations de revenus pour des voisins et des amis, réclamant les achats personnels de Tyler comme dépenses professionnelles. La deuxième hypothèque sur la maison de mes parents avait été obtenue grâce à une fraude supplémentaire. Robert et Linda s'étaient désignés comme un membre du ménage contribuant régulièrement, falsifiant ma signature sur des accords de soutien financier et gonflant mon salaire pour se qualifier pour le montant de prêt plus important.
Vendredi a marqué la révélation la plus complète de l'empire criminel de Tyler. Lors du raid du FBI dans son appartement, les agents ont découvert 3 ordinateurs contenant des dossiers détaillés de son opération de vol d'identité. Dossier client, informations sur les victimes, modèles de documents frauduleux, et guide étape par étape pour exploiter les relations financières familiales. Tyler facturait entre 500 et 3000 $ pour aider les clients à obtenir des prêts frauduleux, des cartes de crédit et des accords de location en utilisant les identités de leurs frères et sœurs ou de leurs parents. Mes informations personnelles avaient généré environ 47 000 $ de frais de la part des clients sur 2 ans. Les preuves comprenaient des appels téléphoniques enregistrés où Tyler conseillait aux clients sur le maintien d'histoires d'emploi fictives et sur la manière d'éviter d'être détecté par les membres de la famille. Il avait développé des techniques de manipulation psychologique spécifiquement conçues pour exploiter la culpabilité et la loyauté familiale. L'agent Kim a joué un enregistrement particulièrement accablant lors de mon entretien de victime. La clé est de leur faire sentir responsable de tes problèmes, expliquait la voix de Tyler à un client non identifié. Crée des urgences qui nécessitent une aide immédiate. Demande toujours des montants spécifiques qui correspondent à tes dépenses réelles. Fais-les se sentir coupables d'avoir du succès pendant que tu as des difficultés. Ils te donneront de l'argent pour régler des problèmes que tu n'as jamais eus. L'enregistrement se poursuivait avec des instructions détaillées sur la falsification de documents d'emploi, la création de fausses crises financières et le maintien de stratégies de tromperie à long terme. Tyler Morrison dirigeait l'un des réseaux de vol d'identité basés sur la famille les plus sophistiqués que nous ayons rencontrés, m'a dit l'agent Kim. Votre coopération en tant que victime sera essentielle pour poursuivre l'ampleur de son organisation criminelle. Les accusations fédérales contre Tyler comprenaient le vol d'identité aggravé, la fraude électronique, la conspiration en vue de commettre une fraude et le racket. Les peines combinées entraînaient des peines maximales totalisant 45 ans de prison fédérale. Robert et Linda faisaient face à des accusations de complicité après le fait pour avoir aidé à dissimuler les revenus frauduleux de Tyler et participé au schéma d'hypothèque frauduleuse. Des accusations supplémentaires incluaient la conspiration en vue de commettre une fraude financière et le dépôt de fausses déclarations de revenus. L'entreprise de préparation de déclarations de revenus sans licence de Linda est devenue l'objet de sa propre enquête lorsque l'IRS a découvert qu'elle avait déposé des déclarations frauduleuses pour des voisins et des amis en réclamant les dépenses personnelles de Tyler comme déduction commerciale pour sa société de conseil fictive. L'audience sur l'impact sur les victimes a eu lieu en février, 4 mois après l'arrestation de Tyler. J'ai témoigné sur cette année de manipulation financière et l'impact psychologique de la découverte de la trahison systématique de ma famille. La famille et le défendeur m'ont réduit à une source de revenus plutôt qu'à un membre de la famille, ai-je déclaré au tribunal. Ils ont créé des crises fictives pour extorquer de l'argent tout en se moquant de mes sacrifices dans mon dos. D'autres victimes ont témoigné de schémas similaires d'exploitation fraternelle et de vol d'identité. Maria Gonzalez a décrit comment Tyler avait aidé son frère à voler son identité pour obtenir des prêts étudiants. David Park a expliqué comment la formation de Tyler avait permis à sa sœur de falsifier des documents d'emploi et de louer frauduleusement un appartement en utilisant le crédit de David. Le témoignage émotionnel a révélé que l'opération de Tyler avait fait des victimes dans 37 familles à travers le Texas, la Louisiane et le Nouveau-Mexique. Les dommages financiers totaux dépassaient 347 000 $, sans compter les coûts de conseil psychologique et les dépenses de réparation de crédit. La stratégie de défense de Tyler s'est concentrée sur la présentation de lui comme étant malade mental et manipulé par des criminels sophistiqués. Walsh a plaidé que Tyler souffrait de dépression, de toxicomanie et de troubles du contrôle des impulsions qui altéraient son jugement. Mon client était vulnérable à l'exploitation par des criminels plus âgés et plus expérimentés qui lui ont enseigné ces techniques frauduleuses, a déclaré Walsh au tribunal. Tyler Morrison est lui-même une victime souffrant de problèmes psychologiques documentés qui nécessitent un traitement plutôt qu'une incarcération prolongée. Mais les preuves de l'accusation contredisaient toutes les affirmations d'altération mentale ou de coercition externe. La planification détaillée de Tyler, la tenue de dossiers sophistiqués et les sessions de coaching enregistrées démontraient une préméditation claire et un leadership dans l'entreprise criminelle. Le moment décisif est survenu lors de l'interrogatoire contradictoire de Tyler par la procureure Martinez, qui a posé la simple question qui a détruit sa stratégie de défense. Monsieur Morrison, lorsque vous avez falsifié la signature de votre frère sur les documents de vérification d'emploi, saviez-vous qu'il n'avait jamais travaillé dans la construction? Tyler s'est figé complètement. La salle d'audience est devenue silencieuse alors qu'il luttait pour formuler une réponse qui ne l'incriminerait pas davantage. La question était dévastatrice parce qu'elle exigeait que Tyler choisisse entre admettre une préméditation étendue ou avouer des crimes supplémentaires.
S'il savait que je n'avais jamais travaillé dans la construction, ces falsifications étaient une fraude calculée. S'il ne le savait pas, il devrait expliquer comment il avait obtenu mes informations d'emploi détaillées pour d'autres documents frauduleux. Après près de 30 secondes de silence, l'avocat de Tyler a demandé une suspension. Votre honneur, mon client a besoin de temps pour consulter son avocat avant de répondre. Mais le mal était fait. Le long silence de Tyler avait communiqué la culpabilité plus efficacement que n'importe quelle confession. Le témoignage de Robert le lendemain a achevé la destruction de la défense de Tyler. Initialement, Robert a maintenu le récit de la loyauté familiale, affirmant qu'ils avaient tous été victimes de la manipulation de Tyler. Mais lorsque les procureurs ont présenté des preuves des signatures falsifiées de Robert sur des documents hypothécaires frauduleux, il s'est complètement effondré. Tyler a dit que Darren ne le découvrirait jamais, sanglota Robert sur le banc des témoins. Il nous a convaincus que les enfants riches devaient un soutien à leur famille, et que Darren était égoïste en économisant de l'argent pour lui-même au lieu d'aider Tyler à s'établir. Les enregistrements des conversations de Robert avec Tyler révélaient une planification explicite pour utiliser mon succès afin de financer en permanence le style de vie de Tyler. Ils discutaient de stratégies pour maintenir mon soutien financier tout en m'empêchant de remettre en question leurs histoires ou de découvrir les revenus cachés de Tyler. Le témoignage de Linda était tout aussi dévastateur pour le cas de Tyler. Elle a admis avoir aidé Tyler à créer de faux documents d'emploi et à fournir des services d'impression professionnelle pour ses qualifications commerciales frauduleuses. Je pensais que nous aidions Tyler à prendre confiance et à se relever, a-t-elle témoigné en larmes. Je ne comprenais pas que nous commettions des crimes. Mais l'enregistrement de la conversation montrait la compréhension sophistiquée de Linda du schéma de fraude et sa participation active à la planification de stratégies de tromperie à long terme. La preuve la plus accablante est venue des propres conversations enregistrées de Tyler jouées pour le jury lors des plaidoiries de clôture de l'accusation. Sa voix conseillant les clients sur les techniques de manipulation psychologique et les stratégies d'exploitation familiale prouvait une intention criminelle systématique plutôt qu'un jugement altéré ou une coercition externe. La loyauté familiale est votre arme la plus forte, expliquait la voix de Tyler à un client non identifié. Fais-les se sentir coupables de te questionner. Crée des urgences qui nécessitent une aide immédiate. Sois toujours la victime qui a besoin d'être secourue. Le jury fédéral a délibéré pendant moins de 4 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation contre Tyler. Robert et Linda ont été reconnus coupables de conspiration et de fraude, mais acquittés des chefs d'accusation de racket. Le juge Hernandez a fixé l'audience de détermination de la peine pour le mois suivant, les procureurs recommandant les peines maximales en fonction de l'ampleur de l'opération de Tyler et du nombre de familles touchées par ces crimes. La salle d'audience était pleine de victimes et de leurs familles lorsque Tyler a appris son sort. Son empire criminel s'était effondré sous le poids de ses propres preuves documentées, et son plan de franchiser le vol d'identité à travers le Sud-Ouest avait été démantelé de façon permanente. Mais le moment le plus satisfaisant est survenu lorsque les procureurs fédéraux ont révélé la dernière conversation enregistrée de Tyler, capturée par son propre équipement d'enregistrement caché. Tyler avait secrètement documenté des sessions de planification familiale pour le schéma de fraude, ayant l'intention de les utiliser comme matériel de chantage s'il était pris. Les enregistrements ont capturé non seulement la participation volontaire de sa famille, mais aussi son plan de voler. Éventuellement mon identité, d'assumer complètement ma réputation professionnelle, et potentiellement de me piéger pour les crimes qu'il avait commis en utilisant mes informations. Les propres preuves de Tyler avaient prouvé sa planification criminelle sophistiquée et scellé son destin en prison fédérale. Le coup près est tombé le 15 mars, rendant une justice qui semblait à la fois satisfaisante et surréaliste. Le juge Hernandez a condamné Tyler à 12 ans de prison fédérale, suivi de 5 ans de probation supervisée. Monsieur Morrison, vous avez orchestré une entreprise criminelle qui a trahi les liens les plus fondamentaux de la confiance familiale, a dit le juge Hernandez à Tyler. Vos actions ont causé des dommages financiers et émotionnels incommensurables à des personnes qui vous aimaient inconditionnellement. Robert a reçu 18 mois de prison fédérale pour fraude hypothécaire et conspiration. Linda a été condamnée à 6 mois de détention à domicile et à 3 ans de probation pour fraude fiscale et dépôt de fausses déclarations. L'ordonnance de restitution exigeait la liquidation de tous les actifs familiaux pour indemniser les victimes. La maison de Robert et Linda a été vendue aux enchères pour $231 000. Après avoir payé la deuxième hypothèque frauduleuse et les frais juridiques, le produit restant a été distribué aux victimes de Tyler par le biais d'un fonds d'indemnisation fédéral. J'ai reçu le remboursement intégral de mes pertes documentées de $68 000, plus les intérêts et une indemnisation pour les services de surveillance de crédit.
La validation professionnelle semblait aussi importante que le recouvrement financier. Techwiz Solutions m'a promu au poste d'architecte de sécurité senior sur la base de mon expertise en détection de fraude et de ma coopération avec les enquêteurs fédéraux. Votre expérience à identifier et à documenter ce schéma de fraude sophistiqué démontre exactement les compétences analytiques dont nous avons besoin pour le leadership en cybersécurité, a expliqué mon responsable lors de la réunion de promotion. Le nouveau poste comportait des responsabilités accrues, notamment l'élaboration de programmes de formation pour les employés sur la prévention du vol d'identité et la reconnaissance de la fraude financière. Mon salaire annuel a augmenté de $32 000, reflétant mon expertise spécialisée et ma capacité prouvée à protéger les actifs et la réputation de l'entreprise. La reconnaissance professionnelle s'est étendue au-delà de mon employeur immédiat. Des publications de l'industrie technologique ont présenté mon histoire comme une étude de cas sur la protection de la réputation professionnelle et la sensibilisation à l'abus financier familial. Les organismes d'application de la loi m'ont invité à présenter des ateliers sur l'identification des schémas de vol d'identité basés sur la famille. Mais le recouvrement le plus significatif était personnel plutôt que professionnel. Jake, mon meilleur ami d'université, a organisé un dîner de célébration lorsque ma promotion a été annoncée. Je me suis inquiété pour toi pendant des années, a admis Jake en prenant un verre. Tu étais devenu isolé, stressé, inventant constamment des excuses concernant l'argent. Je soupçonnais ta famille d'en profiter, mais je ne savais pas à quel point c'était grave. Par l'intermédiaire de Jake, j'ai repris contact avec des amis d'université qui s'inquiétaient de mon retrait social et de mon stress financier. Le groupe de randonnée que j'ai rejoint comprenait Sarah Martinez, une planificatrice financière spécialisée dans le rétablissement après un abus financier familial. Ce que tu as vécu est plus courant que ce que les gens réalisent, a expliqué Sarah lors d'une de nos randonnées le week-end à travers le Hill Country. Les frères et sœurs qui réussissent deviennent souvent des distributeurs automatiques familiaux automatiques, et la manipulation psychologique peut être incroyablement sophistiquée. La compréhension de Sarah du processus de guérison émotionnelle venait de son expérience d'exploitation familiale similaire avant d'établir des limites et de poursuivre des recours légaux. Son expertise professionnelle et son expérience personnelle l'ont rendue particulièrement qualifiée pour m'aider à rétablir des habitudes financières saines et des schémas relationnels. 6 mois après la condamnation de Tyler, j'ai acheté ma première maison. La maison de 3 chambres dans un quartier souhaitable d'Austin représentait la liberté de la manipulation familiale, l'accomplissement de rêves que j'avais reportés pendant 7 ans. La fête d'emménagement a été suivie par de vrais amis qui célébraient mon succès sans attendre de bénéfices financiers. Le toast de Jake a capturé l'importance du moment, à Darren, qui a choisi la justice plutôt qu'une loyauté mal placée et a construit une vie qui mérite d'être célébrée. La chambre d'amis est devenue un espace pour accueillir des amis en visite à Austin, remplaçant les obligations familiales par des relations choisies basées sur le respect mutuel et l'affection sincère. Pendant ce temps, Tyler luttait contre la réalité de la prison fédérale. Les rapports de prison indiquaient qu'il avait du mal à s'adapter à un environnement où la manipulation et le sentiment d'avoir droit à tout n'apportaient aucun avantage. Les autres détenus n'étaient pas impressionnés par ces histoires de membres de la famille qui réussissaient et de schémas financiers élaborés. Les évaluations psychologiques en prison ont diagnostiqué chez Tyler un trouble de la personnalité narcissique et des tendances antisociales nécessitant une intervention thérapeutique étendue. Ces problèmes d'adaptation comprenaient de multiples incidents disciplinaires et des conflits avec le personnel et les autres détenus. Robert et Linda ont fait face à leurs propres conséquences difficiles au-delà des peines criminelles. Ils ont perdu leur maison familiale, ont fait face à l'isolement social dans leur quartier, et ont lutté avec des emplois au salaire minimum en raison de condamnations pénales empêchant l'octroi de licences professionnelles. L'impact communautaire plus large s'est étendu au-delà de notre famille immédiate. Les banques locales ont mis en place des procédures de vérification d'identité supplémentaires basées sur l'étude de cas de Tyler. Les unités des crimes financiers du FBI ont intégré notre affaire dans le matériel de formation pour les agents enquêtant sur les opérations de fraude basées sur la famille. Mes allocutions dans les programmes d'études commerciales universitaires et les groupes de défense des victimes ont aidé d'autres familles à reconnaître et à échapper à des schémas de manipulation similaires. Le cadre de guérison psychologique que j'ai développé avec des conseillers professionnels est devenu un modèle pour les programmes de rétablissement après un abus financier familial. Mais la transformation la plus profonde était interne. La thérapie m'a aidé à comprendre que les dynamiques familiales que j'avais acceptées comme normales étaient en réalité une manipulation psychologique sophistiquée conçue pour exploiter mon succès et ma générosité. Les familles saines se célèbrent mutuellement leurs réalisations sans exploitation, a expliqué mon conseiller. Ce que vous avez vécu est un abus émotionnel et financier déguisé en loyauté familiale.
Apprendre à identifier les relations authentiques basées sur le soutien mutuel plutôt que sur l'obligation financière unilatérale a nécessité un travail personnel approfondi. Les groupes de soutien pour les survivants d'abus financiers ont fourni une validation continue et des stratégies d'adaptation. La communauté de défense des victimes a accueilli mon histoire comme une preuve que choisir la justice plutôt que l'habilitation peut guérir des familles entières et prévenir de futurs abus. Mon témoignage devant les commissions législatives a aidé à renforcer les directives de poursuite du vol d'identité et les programmes d'indemnisation des victimes. 3 ans après la condamnation de Tyler, j'ai célébré mon 35e anniversaire avec un voyage de randonnée dans le Colorado. Le voyage a été financé par un compte d'épargne dédié au plaisir personnel plutôt qu'aux urgences familiales, représentant une indépendance financière complète de la manipulation de ma famille. La célébration d'anniversaire comprenait des amis proches qui appréciaient ma compagnie plutôt que mon revenu, marquant l'anniversaire de ma liberté contre l'exploitation et le début de relations authentiques construites sur la confiance et le respect mutuel. Tyler est resté en prison fédérale, ayant perdu tous ses appels et faisant face à des accusations supplémentaires en Louisiane pour des schémas de fraude interétatique. Son opération de vol d'identité avait été démantelée de façon permanente, et ses plans pour franchiser l'entreprise criminelle à travers le Sud-Ouest avaient été remplacés par l'incarcération fédérale et des paiements de restitution obligatoires. Robert et Linda vivaient dans un petit appartement, travaillant à des emplois de vente au détail au salaire minimum pour payer la restitution en cours et subvenir à leurs besoins sans le revenu hypothécaire frauduleux auquel ils s'étaient habitués. Leur cercle social s'était dissous lorsque les voisins ont découvert leur participation au schéma criminel de Tyler. Les relations familiales élargies avaient été modifiées de façon permanente par les procédures pénales. Plusieurs membres de la famille ont fait face à des poursuites civiles pour leur participation au schéma de fraude de Tyler, tandis que d'autres ont tenté de s'excuser en privé pour avoir encouragé son comportement et ont exprimé un remords sincère pour leur rôle dans mon exploitation. Mon histoire est devenue un conte d'avertissement aidant des centaines de familles à reconnaître et à échapper à une manipulation similaire, démontrant que l'abus financier familial affecte les professionnels prospères dans toutes les industries et tous les milieux sociaux. L'affaire fédérale a établi des précédents juridiques pour la poursuite du vol d'identité basé sur la famille et a fourni aux forces de l'ordre des directives complètes pour enquêter sur les schémas de manipulation sophistiqués déguisés en demande de soutien familial. Plus important encore, j'ai appris que les véritables relations familiales sont construites sur le respect mutuel plutôt que sur l'exploitation financière. Choisir la justice plutôt que la loyauté mal placée a créé un espace pour des connexions authentiques avec des personnes qui m'appréciaient en tant que personne plutôt qu'en tant que source de revenus. Le courage d'exiger l'honnêteté et le respect dans les relations familiales a inspiré d'autres à établir des limites similaires, créant des ondes de choc de guérison à travers plusieurs familles touchées par l'opération criminelle de Tyler. Sarah et moi avons célébré nos fiançailles 2 ans plus tard, construisant une relation fondée sur la confiance, le soutien mutuel et les valeurs partagées plutôt que sur la dépendance financière ou l'exploitation. Notre partenariat représentait la guérison émotionnelle qui est devenue possible lorsque j'ai cessé d'accepter l'abus déguisé en loyauté familiale. La profonde leçon de vie qui a émergé de cette expérience douloureuse était profonde, permettre un comportement destructeur au nom de la loyauté familiale empêche en réalité la guérison et la croissance véritable. Le véritable amour exige l'honnêteté, la responsabilité et le respect mutuel. Parfois, le plus grand acte d'amour est de refuser de participer à l'autodestruction de quelqu'un, même si cette personne est de la famille. La véritable prospérité vient de la construction de relations authentiques avec des personnes qui célèbrent votre succès plutôt que de l'exploiter. Les limites financières sont essentielles pour la santé émotionnelle, et la réussite professionnelle ne signifie rien sans relations personnelles basées sur la confiance plutôt que sur l'obligation. Le système judiciaire a fonctionné exactement comme prévu, protégeant les victimes et tenant les criminels responsables, quelles que soient les relations familiales. Les procureurs fédéraux et les forces de l'ordre ont démontré que la fraude financière sophistiquée ne peut pas être déguisée en drame familial ou en rivalité fraternelle. Mon expérience a prouvé que choisir la vérité plutôt que le confort, la justice plutôt que la commodité, peut guérir non seulement les victimes individuelles, mais aussi des communautés entières touchées par l'abus systématique. Le courage d'exposer l'opération criminelle de Tyler a empêché des dizaines d'autres familles de subir une exploitation et un traumatisme similaire. La justice rendue avec compassion crée des opportunités de guérison pour toutes les personnes impliquées, tandis qu'encourager le comportement criminel ne garantit qu'une victimisation continue et des dommages communautaires plus larges. L'aspect le plus satisfaisant de cette résolution a été de découvrir que des relations familiales authentiques sont possibles lorsqu'elles sont fondées sur l'honnêteté plutôt que sur la manipulation. Les amis qui sont devenus ma famille choisie célèbrent les réalisations,
offre un soutien sincère lors des défis et respecte les limites sans exiger de preuves financières de loyauté. La peine de prison fédérale de Tyler lui a offert des opportunités de traitement psychologique et de programmes éducatifs, conduisant potentiellement à une véritable réadaptation plutôt qu'à la poursuite d'un comportement criminel. Ces paiements de restitution obligatoires ont veillé à ce que les victimes reçoivent une indemnisation tout en renforçant les conséquences financières de ces choix. La transformation de ma vie, passant de victime d'exploitation financière à expert en prévention du vol d'identité, a démontré que les expériences traumatisantes peuvent devenir des sources de force et de services communautaires lorsqu'elles sont traitées avec un soutien professionnel et une validation juridique. Merci d'avoir écouté mon histoire de trahison familiale, de justice légale et de rétablissement personnel. Cette expérience m'a appris que la vraie famille soutient vos rêves plutôt que de voler votre argent, célèbre votre succès plutôt que d'exploiter votre générosité, et choisit l'honnêteté plutôt que la manipulation chaque jour. Avez-vous déjà connu des membres de votre famille qui traitaient votre succès comme leur droit automatique au soutien financier? Avez-vous eu du mal à établir des limites entre aider votre famille et encourager un comportement destructeur? J'aimerais lire vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous.